Ma sœur a engagé des détectives privés, pour prouver que je mentais sur ma nouvelle vie réussie, après avoir coupé les ponts avec ma famille toxique. Elle prévoyait de m'exposer comme un échec, lors du dîner d'anniversaire de ma grand-mère, mais leurs visages ont pâli, lorsque le rapport du détective a atterri sur la table, et a tout révélé. L'enveloppe est arrivée un mardi matin, glissée sous la porte de mon appartement, comme un serpent. Un papier épais, de couleur crème, avec Manderson et associés, détective privé, gravé en lettres d'or, tout en haut. À l'intérieur, une page unique, une assignation exigeant ma présence au dîner du 80e anniversaire de ma grand-mère, accompagnée d'une photocopie de leur contrat d'enquête. La signature de ma sœur Jessica trônait en bas, audacieuse et vindicative, comme toujours. Je n'avais pas parlé à ma famille depuis 4 ans, un silence radio complet, depuis le jour où j'avais quitté la maison de mes parents, dans l'Ohio, avec rien d'autre que 2 valises, et ma lettre d'admission à l'université. Ils m'avaient dit que je faisais la plus grande erreur de ma vie, que je reviendrais en rampant dans les 6 mois, fauché et désespéré. Ma mère avait carrément ri, quand j'avais annoncé avoir obtenu une bourse complète pour NYU. Jessica, de 5 ans mon aînée, et l'enfant prodige par excellence, avait ricané, depuis son perchoir sur le canapé en cuir que papa lui avait acheté, et avait dit « Bonne chance pour survivre dans le monde réel ». Petite souris. Souris. Elle m'appelait comme ça, depuis que nous étions enfants. Parce que j'étais silencieuse. Parce que je lisais des livres, au lieu de faire la fête. Parce que je ne me défendais pas, quand elle m'empruntait mes affaires, et ne me les rendait jamais. Parce que j'étais invisible, dans une famille qui valorisait le volume et la bravade, au-dessus de tout le reste. Mais j'avais réussi. Malgré leurs prédictions, malgré leur certitude que j'allais échouer. J'avais vraiment réussi. La bourse avait été réelle. Le diplôme en informatique était réel. Les offres d'emploi étaient réelles. Tout ce contre quoi ils avaient parié, s'était concrétisé, exactement comme je l'avais prévu. Et ils n'en savaient rien du tout, parce que j'avais bloqué chaque numéro, chaque email, chaque moyen de contact possible. Sauf que maintenant, d'une manière ou d'une autre, ils savaient que je m'en sortais bien. Assez bien, pour engager des détectives. Assez bien, pour vouloir prouver que je mentais. J'ai appelé le numéro, figurant sur l'entête de la lettre. Une femme, avec un ton professionnel et monotone, a répondu. Anderson et associés, comment puis-je diriger votre appel ? J'ai reçu une assignation de votre cabinet, concernant une enquête. Un instant, s'il vous plaît. De la musique d'attente a rempli le silence. Puis, une voix d'homme, graveleuse et ennuyée. C'est Mike Anderson. Pourquoi suis-je convoqué, à un dîner d'anniversaire ? Il s'est raclé la gorge. Madame, vous n'êtes pas assignée à comparaître, au sens juridique du terme. Votre famille a demandé à ce que la documentation de notre enquête soit présentée lors d'une réunion de famille. Nous sommes tenus de fournir nos conclusions aux clients, à l'heure et au lieu demandé. Vous êtes libre d'y assister ou non, mais le rapport sera livré, quoi qu'il arrive. Sur quoi exactement avez-vous enquêté ? Je ne peux pas discuter des détails, avec qui que ce soit, à l'exception du client. Je peux vous dire que l'enquête s'est concentrée sur la vérification des affirmations, concernant l'emploi, la résidence, et la situation financière. Tout a été mené légalement, en utilisant des dossiers publics, et une surveillance standard. Mon estomac s'est noué. Surveillance. Il m'avait observé, m'avait suivi, avait documenté ma vie, comme si j'étais une sorte de criminel. Qui vous a engagé, ai-je demandé. Spécifiquement, Jessica Holloway Morrison, votre sœur, d'après notre formulaire d'admission des clients. Et elle veut que ce soit présenté, au dîner d'anniversaire de ma grand-mère. C'est exact. Samedi prochain, à 19h, au Riverside Inn. J'ai raccroché, sans dire un mot de plus. Mes mains tremblaient. L'audace de la chose était tout simplement stupéfiante. Jessica ne supportait pas que je sois parti. Elle ne pouvait pas tolérer l'idée que je puisse réellement être heureuse et accomplie, sans cette famille, qu'elle avait passé toute sa vie à utiliser comme piédestal. Elle voulait me traîner de nouveau, à cette table de dîner, et m'humilier devant tout le monde. Prouver que j'étais toujours la petite souris pathétique, qui ne pouvait pas survivre par elle-même. Le fait est que, je n'avais menti sur rien. Chaque chose que j'avais dite, aux quelques connaissances communes encore liées à nos deux mondes, était vraie.
Je travaillais comme ingénieur logiciel, dans une grande entreprise technologique. Je vivais dans un appartement convenable, à Brooklyn. J'avais remboursé mes prêts étudiants, par anticipation. Je m'en sortais, bien mieux que simplement bien. Mais Jessica ne voulait pas de la vérité. Elle voulait des munitions. Elle voulait que je sois l'échec, qu'ils avaient tous prédit. Et quand la réalité n'a pas coopéré, elle a payé quelqu'un, pour déterrer de la boue, qui rendrait sa propre version des événements, plus facile à digérer. J'avais 6 jours, pour décider si j'allais m'y présenter. 6 jours, pour comprendre si je voulais faire face, à des gens qui avaient passé des années, à me faire sentir que je n'étais rien. Des gens qui n'avaient jamais, ne serait-ce qu'une fois, demandé comment j'allais, après mon départ. Qui ne s'étaient jamais excusés, pour les comparaisons constantes, le favoritisme, ou la cruauté ordinaire, déguisée en dynamique familiale. Mon téléphone a vibré. Un SMS, provenant d'un numéro inconnu. C'est ta cousine Mélissa. S'il te plaît, viens à la fête de grand-mère. Elle demande de tes nouvelles, tout le temps. Elle mérite de te voir. Mélissa et moi avions été proches, quand nous étions enfants, mais elle avait choisi son camp, lors de mon départ. Ou plutôt, rester dans le giron familial, signifiait automatiquement être de leur côté. J'ai répondu. Savais-tu que Jessica a engagé des détectives, pour me suivre? 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Quoi? Non. C'est de la folie. Vérifie avec elle. Ils vont présenter un rapport, pendant le dîner. Lizzie, je jure que je ne savais pas. Mais s'il te plaît, viens quand même. Grand-mère ne va pas bien. C'est peut-être, son dernier anniversaire. Le chantage affectif, était un cas d'école. Revenir pour grand-mère, qui ne m'avait jamais défendu, quand Jessica était au pire de sa forme. Qui avait regardé mes parents couvrir ma sœur de louanges et d'argent, tout en me disant, que je devais être plus réaliste quant à mes objectifs. Pourtant, l'idée qu'elle puisse mourir, avant que je ne puisse prouver que j'avais réussi ma vie, me faisait mal à la poitrine, d'une manière inattendue. J'ai passé mon mercredi, à faire des recherches sur Anderson et associés. Ils avaient une solide réputation, ce qui signifiait que leur enquête, serait approfondie et précise. Ils auraient documenté mes trajets matinaux en métro, vers mon bureau, dans le quartier financier de Manhattan. Ils m'auraient photographié quittant mon immeuble, une maison en grès brun rénovée, que je partageais avec 2 colocataires. Ils auraient vérifié mon emploi chez TechCorp, où j'étais désormais ingénieur senior, avec un salaire à 6 chiffres. Ils auraient extrait mes rapports de crédit, montrant mon excellent score, et mon absence totale de dette. Tout ce que Jessica voulait réfuter, serait au contraire confirmé, noir sur blanc, compilé par les personnes mêmes, qu'elle avait payé des milliers d'euros pour me démasquer. L'ironie était délicieuse. Jeudi soir, j'ai reçu un appel de ma mère. J'ai failli ne pas répondre, mais ma curiosité morbide l'a emporté. Lizzie, c'est toi. Sa voix semblait plus âgée, plus frêle que dans mes souvenirs. C'est moi. Oh, Dieu merci. Jessica a dit qu'elle avait retrouvé ton numéro. S'il te plaît, dis-moi que tu viens, à la fête de grand-mère. Elle te réclame constamment. Elle n'arrête pas de dire, qu'elle a besoin de voir ses 2 petites filles, avant de partir. Est-ce que Jessica a mentionné, pourquoi elle me veut là-bas? Une pause. Elle a dit qu'elle voulait renouer. Que suffisamment de temps a passé, et que nous devrions à nouveau être une famille. Elle a engagé des détectives privés, pour me suivre. Maman, elle a prévu de présenter le rapport pendant le dîner. Le silence s'est étiré, tellement longtemps, que j'ai cru que l'appel avait coupé. C'est ridicule. Pourquoi ferait-elle ça? Parce qu'elle ne croit pas, que je m'en sors réellement bien. Elle pense que je mens, et elle veut m'exposer devant tout le monde. Lizzie, c'est paranoïaque. Jessica ne ferait pas ça. Il y a un nom d'entreprise, un numéro de dossier, tout y est. Appelle-la et demande-lui. Même si c'était vrai, ce que je ne dis pas. Peut-être qu'elle voulait juste te retrouver. Tu nous as manqué, ma chérie. Ton père demande aussi de tes nouvelles. Ce rejet désinvolte du comportement de Jessica, m'était si familier, qu'il m'a presque fait rire. Rien de ce que faisait ma sœur n'était jamais remis en question, jamais examiné, toujours rationalisé, pour être excusé.
Pendant ce temps, ma décision de partir avait été décortiquée et critiquée pendant des années. Je vais y réfléchir, ai-je dit, avant de mettre fin à l'appel. Le vendredi m'a apporté un email, de Jessica elle-même. L'objet du message disait « Mettons les choses au clair. Lizzie, je sais que nous ne nous sommes pas parlé depuis une éternité, et je sais que les choses étaient difficiles avant ton départ, mais je pense que nous sommes toutes les deux des adultes maintenant, et que nous pouvons surmonter les anciens griefs. Grand-mère a vraiment envie de te voir. J'ai engagé quelqu'un, pour trouver tes coordonnées, parce que je ne savais pas comment te joindre autrement. S'il te plaît, viens au dîner. Nous pouvons recommencer à zéro, Jess. Le détournement psychologique était presque impressionnant par sa subtilité. Elle avait recadré l'enquête, comme une tentative bénigne de renouer les liens, omettant complètement la partie où elle avait planifié une révélation dramatique, lors d'un dîner de famille. Elle pariait sur le fait que je ne connaissais pas l'ampleur de ce qu'elle avait organisé, pariant que je me présenterais, sans méfiance et sans aucune préparation. J'ai répondu, j'y serai. Sa réponse est arrivée, en quelques minutes. Dieu merci. À demain. Ce sera bien de prendre des nouvelles. Le samedi est arrivé, froid et gris, parfaitement en accord avec mon humeur. J'ai passé 2 heures à me préparer, choisissant ma tenue avec grand soin. Une robe noire simple, chère mais discrète, avec des boucles d'oreilles en perles, que je m'étais offerte, après ma première grosse promotion. Professionnelle, impeccable, couronnée de succès, tout ce qu'ils avaient dit, que je ne serais jamais. Ma colocataire, Tasha, a frappé à ma porte vers midi. Tu es sûr de vouloir faire ça? Tu nettoies la cuisine à cause du stress, depuis 6 heures du matin. J'ai juste nettoyé la cuisine. Elle a ri. Tu l'as nettoyée, tu as réorganisé le garde-manger, et tu as classé l'étagère à épices, par code couleur. Tu es nerveuse. Bien sûr que je suis nerveuse. Je marche droit, dans une embuscade. Tasha s'est appuyée contre le cadre de la porte, ses yeux sombres remplis de compassion. Sauf que, tu sais que c'est une embuscade, ce qui veut dire que tu ne tombes pas vraiment dedans. Tu vas passer à travers. C'est une grosse différence. Elle avait raison. Mais savoir qu'elle avait raison, ne calmait pas les remous dans mon estomac. J'avais passé 3 ans, à construire une vie, séparée du jugement de ma famille. Et maintenant, j'avançais volontairement, pour retourner dans leur arène. Même avec la vérité de mon côté, même en sachant que le plan de Jessica allait se retourner contre elle, les vieilles dynamiques essayaient déjà, de reprendre le dessus. L'anxiété, le besoin de faire mes preuves, la peur de ne pas être à la hauteur. Et si je paralyse? Et si j'arrive là-bas, et que je redeviens simplement cet enfant effrayé, qui ne pouvait pas leur tenir tête? Tasha est entrée dans la pièce, et s'est assise sur mon lit. Lizzie, je te connais depuis 2 ans. Je t'ai vu négocier avec des vice-présidents, qui essayaient de t'écraser pendant des réunions. Je t'ai vu déboguer du code, qui faisait pleurer les développeurs seniors. Tu as littéralement fait une présentation devant 300 personnes, lors de cette conférence, le mois dernier. Tu n'es plus cette gamine effrayée, même s'ils te font sentir comme elle. Mais c'est justement ça. Ils me font vraiment me sentir comme elle. À la seconde où j'entends la voix de Jessica, j'ai de nouveau 12 ans. À la regarder être félicitée pour un 14/20, pendant que moi, je me fais faire la morale, pour un 18/20. Alors, ne laisse pas sa voix être la plus forte, dans ta tête. Ta voix devrait être la plus forte. La voix qui t'a amené jusqu'ici, qui t'a fait avancer, quand il disait que tu allais échouer. C'est cette voix-là, que tu amènes ce soir. J'ai hoché la tête, essayant d'absorber ce discours d'encouragement. Tasha m'a serré l'épaule et est partie, mais ces mots sont restés avec moi, pendant que je finissais de me préparer. La voix qui m'avait amené ici, celle qui avait couvert leurs doutes et leurs rejets, pendant 3 années consécutives. Au moment où j'ai appelé la voiture pour m'emmener à la gare, je m'étais déjà préparé mentalement, à travers 17 scénarios différents, et plans de secours. Le trajet en train de 6 heures vers l'Ohio, est passé dans un flou, fait de conversations répétées, et de confrontations imaginées. Je n'arrêtais pas d'afficher des photos sur mon téléphone, des preuves de la vie que j'avais construite, mon équipe à la fête de fin d'année de TechCorp, le prix que j'avais reçu lors de la conférence de l'industrie, des captures d'écran de mes demandes de brevets. L'article sur le programme de codage pour les jeunes,
qui me citait comme fondatrice et instructrice principale. La preuve physique m'aidait. Ce n'étaient pas de simples affirmations ou des histoires. Elles étaient documentées, réelles et indiscutables. Jessica pouvait engager autant de détectives qu'elle le voulait. Ils ne trouveraient que plus de la même chose. Une dame âgée, de l'autre côté de l'allée, m'a remarqué en train de faire défiler mes photos, de manière obsessionnelle. « Grand jour, ma chérie ? Tu as l'air d'aller au combat. » J'ai souri, malgré moi. Peut-être bien. Un genre de combat, lors d'un dîner très civilisé. Elle a gloussé. Ce sont les pires. Au moins, dans une vraie bataille, vous pouvez voir l'ennemi arriver. Lors d'un dîner, il sourit pendant qu'il vous poignarde. C'est exactement ce qui m'inquiète. Eh bien, tu es habillé pour ça, et tu as ce regard dans les yeux. Le genre de regard, qui dit que tu as déjà gagné. Tu te présentes juste, pour récupérer le prix. Elle m'a fait un clin d'œil. Fais-leur vivre un enfer, ma chérie. Le train est entré en gare, 40 minutes avant le dîner. J'avais chronométré mon voyage de cette façon, en me donnant intentionnellement une marge de manœuvre, mais pas trop de temps non plus, pour éviter de rester assise dans ma voiture de location, à trop réfléchir. Le trajet jusqu'au Riverside Inn a duré 15 minutes, à travers des rues que je connaissais autrefois par cœur. Tout semblait plus petit que dans mes souvenirs, plus usé. Le café où j'avais passé des heures à étudier, était maintenant un magasin de cigarettes électroniques. La librairie où je m'étais caché des amis de Jessica, était devenue un bureau de préparation de déclaration de revenus. Revenir ici me donnait l'impression de visiter un musée de mon propre passé. Tout était préservé, mais sans vie, et n'avait plus aucune pertinence, par rapport à la personne que j'étais devenue. J'ai failli passer en voiture, devant la maison de mon enfance, mais je me suis arrêté. La regarder ne changerait rien. Cela ne ferait que remuer des souvenirs, que j'avais passé des années à digérer. Le parking du Riverside Inn se remplissait déjà, avec des voitures familières. J'ai reconnu la ridicule Corvette jaune de mon oncle, la fourgonnette de ma tante, avec ses autocollants de bonhommes allumettes, représentant la famille, et la vieille Honda cabossée de ma cousine Mélissa, arborant encore un autocollant de Bernie, sur le pare-choc. 3 élections plus tard, la Mercedes argentée de mes parents trônait près de l'entrée, avec le Range Rover blanc de Jessica, juste à côté. Bien sûr, elle s'était garée à côté d'eux, maintenant l'illusion d'un front uni, jusque dans l'organisation du parking. Je suis resté assise dans ma voiture de location pendant 10 minutes, à regarder les gens entrer. Tante Caroline, avec sa fameuse cocotte de haricots verts. Oncle Tom, et sa nouvelle femme, dont je n'arrivais jamais à me rappeler le nom. Des cousins avec qui j'avais joué quand nous étions enfants, qui portaient maintenant, leurs propres enfants. Tout un réseau familial qui avait continué sans moi, remarquant à peine mon absence, si ce n'est pour s'en servir, comme matière à commérage. Mon téléphone a vibré. Un SMS de mon ami Janelle, resté à Brooklyn. N'oublie pas que tu es une ingénieure logicielle redoutable, avec des brevets et des prix. Ce ne sont que des gens, qui se sont trompés sur ton compte. Va leur montrer à quel point, ils avaient tort. Un autre SMS. Celui-ci venait de mon mentor au travail, David. Peu importe ce dans quoi tu mets les pieds, tu vas gérer. Appelle-moi si tu as besoin d'une stratégie de sortie. Le soutien de ma famille de cœur, ces gens qui me connaissaient tel que j'étais réellement, plutôt que celle que j'avais été à 18 ans, a stabilisé quelque chose, à l'intérieur de moi. J'ai vérifié mon rouge à lèvres dans le miroir, j'ai lissé ma robe, et je suis sorti de la voiture, avant de pouvoir douter de moi-même, une fois de plus. Le Riverside Inn était exactement le genre d'endroit, que ma famille adorait. Ostentatoire, sans être vraiment élégant, assez cher pour impressionner, mais manquant de toute véritable sophistication. La salle à manger était faite de bois sombre, et d'accessoires en laiton, remplis de membres de la famille élargie, que je reconnaissais à peine. Grand-mère était assise en bout de table, plus petite et plus fragile, que dans mes souvenirs. Son visage s'est illuminé, quand elle m'a vu. Lizzie. Petite Lizzie. Je suis allé vers elle, et je l'ai laissé m'attirer, dans une étreinte qui sentait la lavande, et les vieux souvenirs. Salut, grand-mère. Oh, tu es si belle. Si adulte. Où étais-tu passée, ma chérie? À New York. J'ai vécu à New York. Pour y faire quoi?
Raconte-moi tout. Avant que je ne puisse répondre, Jessica est apparue à mon coude, d'une apparence immaculée, habillée en marque de créateur, de la tête aux pieds. Son sourire était assez aiguisé, pour couper du verre. Lizzie, tu es venue. Viens t'asseoir. Nous t'avons gardé une place. Le siège se trouvait entre elle et ma mère, juste en face de mon père, et de sa désapprobation à peine dissimulée. Toute la famille élargie nous observait, avec divers degrés de curiosité, et de jugement. Des tantes, des oncles, des cousins, avec qui j'avais passé des Noëls et des Thanksgiving, tous étaient devenus, de familiers étrangers désormais. Le dîner s'est déroulé, ponctué de conversations mondaines et atroces. Qu'est-ce que je faisais à New York? Où est-ce que je vivais? Est-ce que je fréquentais quelqu'un? Ces questions ressemblaient à une mission de reconnaissance, pour recueillir des informations, à comparer avec ce qui se trouvait, dans ce fameux rapport. Jessica n'arrêtait pas de vérifier son téléphone, souriant à une sorte de blague privée. Le dessert est arrivé. Un gâteau élaboré, orné de 80 bougies, qui a nécessité 3 personnes pour être allumé. Nous avons chanté joyeux anniversaire. Grand-mère a eu les larmes aux yeux. Et puis, Jessica s'est levée, en tapotant son verre de vin avec une fourchette. Avant de couper le gâteau, j'ai une présentation spéciale. Grand-mère, nous voulions t'offrir le cadeau, d'avoir à nouveau toute ta famille réunie. Comme vous le savez, Lizzie a quitté la maison il y a 3 ans, et nous nous sommes tous, tellement inquiétés pour elle. Ma mère a tamponné ses yeux, avec une serviette. La mâchoire de mon père, était crispée. Nous avons entendu des rumeurs, disant qu'elle s'en sortait bien, mais nous ne savions pas vraiment. Et cette incertitude, a été tellement dure, pour maman et papa, a continué Jessica. Alors, j'ai pris l'initiative, de découvrir la vérité. J'ai engagé une société d'investigation professionnelle, pour localiser Lizzie, et vérifier sa situation, parce que nous l'aimons, et que nous avions besoin de savoir, qu'elle allait bien. Elle a sorti une enveloppe en papier craft de son sac, la brandissant comme un trophée. Ce rapport contient tout, sur la vie actuelle de Lizzie, où elle vit, où elle travaille, sa situation financière. J'ai pensé que nous pourrions tous, entendre la vérité ensemble. La salle est devenue silencieuse. Tous les regards se sont tournés vers moi, attendant la révélation, la dénonciation, le moment du jugement. Le sourire de Jessica était triomphant, alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, et commençait à lire. Sujet, Lizzie Marie Morrison. Résidence actuelle, 347 Prospect Street, Brooklyn, New York. Un appartement en colocation, dans une maison en grès brun rénovée. Sa voix a légèrement vacillé. Loyer mensuel, 2100 €. Part du sujet. Elle s'est raclé la gorge, et a continué. Emploi, ingénieur logiciel senior, chez Tech Corp Industries. Employé depuis juin 2023. Promu au niveau senior, en janvier 2025. Son visage avait commencé, à perdre de ses couleurs. Salaire annuel. Les papiers tremblaient dans ses mains. Salaire annuel, 145 000 €, plus les avantages sociaux et les options d'achat d'actions. Un murmure a parcouru la table. Le rapport de solvabilité montre, 0 dette en cours. Prêt étudiant remboursé en totalité, en date de mars 2024. Pointage de crédit, 812. Elle a arrêté de lire, fixant la page du regard. Quoi, a exigé ma mère. Combien? La voix de Jessica, est sortie à peine au-dessus d'un murmure. Compte d'épargne totalisant. 73 000 €. Le silence qui a suivi, a été assourdissant. J'ai regardé la prise de conscience, se dessiner sur chaque visage autour de la table. Jessica avait payé quelqu'un, pour prouver que j'étais une ratée, et au lieu de cela, elle avait documenté très exactement, à quel point j'avais réussi. Chaque affirmation qu'elle avait voulu démystifier, avait été vérifiée. Chaque mensonge qu'elle s'attendait à exposer, s'est révélé être la vérité, mais elle a continué à lire, sa voix tremblante, désormais. Le sujet a reçu 2 prix de l'industrie, pour le développement de logiciels. Elle est répertoriée comme développeuse principale, sur 3 brevets déposés par Tech Corporation. Fait du bénévolat chaque semaine, dans un programme de codage pour les jeunes à Brooklyn. N'a pas de casier judiciaire, aucun problème juridique en cours, aucune dette, et maintient une vie sociale active, avec de multiples groupes d'amis, documentés lors de la surveillance.
Elle a levé les yeux vers moi et, pour la première fois de ma vie, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Jessica, qui n'était ni du mépris, ni du rejet. C'était de la peur. La peur d'avoir mal calculé son coup, que son plan parfait se soit retourné contre elle, que la petite souris soit devenue quelque chose, qu'elle ne pouvait plus ni contrôler, ni rabaisser. Je me suis levé, lentement. Y a-t-il autre chose dans ce rapport, Jessica? Elle a feuilleté les pages restantes, cherchant clairement n'importe quel élément négatif, la moindre once de preuve que je n'avais pas autant de succès, que ce que les chiffres l'indiquaient. Ses mains tremblaient. Il y a des photos de surveillance, toi allant au travail, dans des cafés, à la salle de sport, vivant ta vie. Ma vie, ai-je dit calmement. La vie que vous ne pensiez pas que je pourrais construire. La vie que vous disiez tous, être impossible. Quand je suis parti, vous m'avez dit que j'échouerais, en moins de 6 mois. Papa a dit que je reviendrais en rampant, mendiant de l'aide. Maman a ri de ma bourse d'études. Et toi, Jessica, tu m'as traité de stupide petite souris, qui finirait serveuse, et vivrait dans une boîte à chaussures. Je me suis tourné, pour m'adresser à toute la table. Je suis parti, parce que faire partie de cette famille, signifiait être minuscule. Cela signifiait accepter que Jessica était celle qui avait réussi, celle qui était importante, celle qui comptait. Cela signifiait écouter des rappels constants, me disant que je n'étais pas assez bonne, pas assez intelligente, pas assez ambitieuse. Alors je suis parti, et j'ai construit très exactement la vie que je voulais, sans aucune aide de votre part, sans aucun de vos soutiens, et malgré toutes vos prédictions. Le visage de mon père était devenu rouge. Tu as coupé les ponts, a-t-il dit. Tu as disparu, sans dire un mot. Je vous ai dit où j'allais. Je vous ai dit ce que je faisais. Vous avez choisi de ne pas me croire. Vous avez choisi d'en faire des blagues. De faire des paris sur la rapidité avec laquelle j'allais échouer. Pensiez-vous que je n'entendais pas ces conversations? Pensiez-vous que votre mépris était subtil? Mélissa pleurait, silencieusement. Quelques oncles et tantes semblaient profondément mal à l'aise. Grand-mère m'observait, avec une expression que je n'arrivais pas vraiment à déchiffrer. J'ai ramassé le rapport, là où Jessica l'avait laissé tomber, sur la table. Merci pour cela, au fait. C'est agréable d'avoir une documentation professionnelle, de tout ce que j'ai accompli. Je suis sûr que ça t'a coûté assez cher, plusieurs milliers d'euros probablement, pour prouver que ta petite sœur ne mentait pas, n'échouait pas, et n'était pas le désastre. Que vous aviez tous prédit qu'elle serait. Jessica a enfin retrouvé sa voix. Je voulais juste m'assurer que tu étais en sécurité. Ne fais pas ça. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais voulu. N'essaie pas de réécrire l'histoire, maintenant. Tu voulais m'humilier. Tu voulais que tout le monde ici me voie démasqué comme une fraude. Tu voulais me ramener de force dans la hiérarchie familiale, où tu es au sommet, et où je suis en dessous de toi. Mais le détective que tu as engagé a dit la vérité. Et la vérité, c'est que je m'en sors bien mieux que ce à quoi tu ne t'es jamais attendu. Je me suis tourné vers ma grand-mère. Grand-mère, je t'aime. Je suis désolé de ne pas t'avoir rendu visite, mais j'avais besoin de construire une vie où on ne me disait pas constamment que je n'étais pas assez bien. J'avais besoin de me prouver à moi-même que je pouvais y arriver seul, et c'est ce que j'ai fait. Grand-mère a tendu le bras et a pris ma main. Sa poigne était étonnamment forte. Je suis fier de toi, Lizzie, a-t-elle dit. J'ai toujours su que tu avais un caractère bien trempé. Je suis désolé de ne pas te l'avoir dit plus souvent, quand tu étais plus jeune. Ces excuses étaient inattendues et insuffisantes, mais tout de même porteuses de sens, d'une certaine façon. Je lui ai rendu sa pression de main. Ma mère a essayé ensuite. Ma chérie, si nous t'avons fait ressentir ça, nous ne voulions pas. Maman. Jessica a engagé des détectives pour me suivre. Elle a organisé toute cette soirée, dans le but de m'exposer comme une menteuse, devant toute la famille, pour le 80e anniversaire de grand-mère. Et tu vas rester assise là, à me dire que tu n'avais pas l'intention de me faire de la peine. Elle n'avait aucune réponse à ça. Pas plus que mon père, qui fixait son assiette, comme si elle renfermait les secrets de l'univers. J'ai regardé chacun d'entre eux. Mes parents, qui n'avaient jamais cru en moi. Ma sœur, qui avait construit son identité
sur le fait d'être meilleur que moi. Ma famille élargie, qui avait regardé ces dynamiques se dérouler pendant des années, sans jamais intervenir. La déception que je ressentais, n'était même plus amère. C'était juste, de la fatigue. Je suis venu ce soir, parce que Mélissa m'a dit que grand-mère me réclamait, et parce qu'une partie de moi, voulait vous montrer que j'avais réussi, et que vous vous étiez trompé à mon sujet. Mais en me tenant ici maintenant, je réalise que je n'ai pas besoin de votre validation. Je n'en ai jamais eu besoin. Je croyais juste en avoir besoin. Et ça fait toute la différence. J'ai rassemblé mon sac à main, et mon manteau. Le rapport est à toi, Jessica. Garde-le. Encadre-le, si tu veux. Montre-le aux gens, quand ils poseront des questions sur moi. Dis-leur que ta petite souris de sœur est devenue une ingénieure logicielle senior, avec des brevets, des récompenses, et une vie qu'elle a construite de zéro. Dis-leur qu'elle a tout fait, sans l'aide de cette famille, qui lui disait qu'elle en serait incapable. À mi-chemin de la porte, mon père m'a interpellé, « Lizzie, attends. » Je me suis retourné. Il se tenait là. Cet homme, qui avait rejeté chaque réussite que j'avais obtenue, pour mieux louer les accomplissements médiocres de Jessica. Pendant un instant, il a semblé perdu. « Je suis désolé, » a-t-il dit. « Je suis désolé, que nous ne t'ayons pas vu. Je suis désolé de t'avoir donné l'impression, que tu devais prouver quoi que ce soit. » C'étaient les premières excuses sincères, que j'entendais jamais de sa part. Cela n'effaçait pas les années de négligence, les comparaisons constantes, et la cruauté banalisée, mais c'était déjà ça. « Merci, » ai-je dit. « J'espère que tu le penses vraiment. » Je suis parti avant que quelqu'un d'autre ne puisse parler, avant que Jessica ne puisse tisser une nouvelle narration, avant que ma mère ne puisse essayer d'arrondir les angles, avec des réassurances vides. L'air froid à l'extérieur semblait plus pur, et d'une certaine façon, plus facile à respirer. Mon téléphone a vibré, avant même que j'atteigne le parking. C'était de Mélissa, c'était le truc le plus génial, que j'ai jamais vu. Je suis désolé, que nous n'ayons pas été meilleurs avec toi. Puis un autre SMS, provenant d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Mike Anderson, du cabinet d'investigation. Je voulais juste dire que la réaction de votre sœur, quand je lui ai remis le rapport complet hier, valait de l'or. Elle a carrément essayé de me payer, pour falsifier les résultats. J'ai pensé que vous deviez le savoir. Au passage, un portefeuille de brevets impressionnant. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Debout, sur le parking du Riverside Inn. Jessica avait été tellement certaine que je mentais, qu'elle avait essayé de corrompre le détective privé, pour fabriquer de fausses preuves. Ce niveau de désespoir en était presque triste. Presque. J'ai reconduit jusqu'à Brooklyn, à travers une circulation fluide, mon téléphone explosant de messages que je lirai plus tard, peut-être. L'appartement était sombre, quand je suis arrivé chez moi. Mes colocataires étaient de sortie pour la soirée. Je me suis changé pour mettre des vêtements confortables, j'ai préparé du thé, et je me suis assise près de la fenêtre, qui donnait sur la rue. Je n'avais pas appelé ma famille, depuis 4 ans. Le rapport reposait sur ma table basse, ce document qui était censé me détruire, mais qui au contraire, avait prouvé tout ce pourquoi j'avais travaillé. Je l'ai feuilleté, lisant les évaluations sèches et factuelles, de ma propre vie. L'enquêteur avait été méticuleux. Des photos de moi, en train de rire avec des amis, dans un café. La documentation de mon travail de bénévolat, et même des notes, concernant ma routine matinale de course à pied, dans Prospect Park. Une section vers la fin, a attiré mon attention. Le sujet semble bien équilibré et satisfait. De multiples entretiens avec des voisins, des collègues, et des connaissances, confirment que le sujet est apprécié, fiable, et professionnellement respecté. Aucune preuve de fabrication ou de fausse déclaration n'a été trouvée, dans aucun aspect du style de vie revendiqué par le sujet. Bien équilibrée et satisfaite. Des mots si simples, pour un état d'être si durement acquis. Mon téléphone a sonné. Le numéro de grand-mère. Allô, Lizzie. Grand-mère. Ma chérie, je voulais t'appeler avant qu'il ne se fasse trop tard. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien, grand-mère. Je suis désolé, si j'ai gâché ton dîner d'anniversaire. Gâché, mon enfant? C'était l'anniversaire le plus intéressant, que j'ai eu depuis des décennies.
ta sœur pleure encore dans la salle de bain. Ta mère fait la leçon à ton père, sur leurs échecs parentaux, et la moitié de la famille se dispute, pour savoir qui a été le plus méchant avec toi en grandissant. C'est délicieusement chaotique. Malgré tout, j'ai souri. Je ne voulais pas semer le chaos. Parfois, le chaos est exactement ce dont une famille a besoin. Elle a fait une pause. Lizzie, je veux que tu saches quelque chose. Elle s'est raclé la gorge. Je savais que tu allais y arriver. Même quand tu étais petite, tu avais cette détermination, dans les yeux. J'aurais dû dire quelque chose, quand ils étaient durs avec toi. J'aurais dû te défendre davantage. Je suis une vieille femme, avec de vieux regrets. Mais je veux que tu saches, que je te vois, aujourd'hui. Je t'ai toujours vu, mais je te vois plus clairement maintenant. Les larmes m'ont piqué les yeux. Merci, grand-mère. Viendras-tu me rendre visite, un de ces jours? Juste toi et moi. Pas de dîner dramatique. J'aimerais beaucoup. Bien. Maintenant, repose-toi. J'imagine que cette journée a été épuisante. Ça avait été épuisant, et ça m'avait donné raison, mais c'était aussi, étrangement vide de sens. J'avais prouvé ce que j'avais à prouver, j'avais fait face à ma famille, j'avais regardé le plan de Jessica s'effondrer entre ses mains, mais assise là, dans mon appartement. Je me sentais moins triomphante, que simplement soulagée que tout cela soit terminé. Au cours des semaines suivantes, les choses ont changé, de manière inattendue. Mélissa a commencé à m'envoyer des SMS régulièrement, réellement intéressée par ma vie, plutôt que de simplement recueillir des informations, pour faire son rapport. Quelques cousins m'ont contacté, avec des excuses sincères. Ma mère m'a envoyé un long email reconnaissant ses torts, et demandant si nous pouvions reconstruire notre relation, lentement. Jessica ne m'a jamais contacté directement. J'ai appris par Mélissa, qu'elle disait à tout le monde que l'enquêteur avait faussé ses conclusions, que le rapport était inexact, et que j'avais dû tout mettre en scène. Ce déni était prévisible, mais en fin de compte, sans importance. Les personnes qui comptaient, connaissaient la vérité. Mon père a envoyé un seul SMS, 6 semaines après le dîner. Ta mère et moi aimerions t'inviter à dîner un de ces jours. Juste nous. Sans aucune attente. Nous voulons savoir, qui tu es devenu. J'y ai réfléchi pendant 3 jours, avant de répondre. Peut-être dans quelques mois. J'ai besoin de plus de temps. Sa réponse a été immédiate, quand tu seras prête, nous serons là. Le truc avec la vengeance, c'est que c'est censé être satisfaisant, comme le dernier chapitre qui se referme, sur une histoire douloureuse. Mais en me tenant dans cette salle à manger, regardant le visage de Jessica, alors qu'elle lisait la documentation de mon succès, je m'étais moins senti comme une gagnante, que comme quelqu'un qui avait simplement survécu. La validation était réelle, mais elle ne guérissait pas les années de dégâts. Elle n'effaçait pas cette voix intériorisée, qui me murmurait encore parfois, que je n'étais pas à la hauteur. Le trajet du retour vers Brooklyn aurait dû me sembler triomphal. Au lieu de cela, je me sentais vidé, épuisé d'une manière qui allait bien au-delà de la fatigue physique. Je me suis arrêté sur une aire de repos, 1 heure après le début du trajet, et je suis resté assise dans ma voiture, fixant les néons fluorescents de la station-service, essayant d'assimiler tout ce qui venait de se passer. Mon téléphone n'avait pas cessé de vibrer, depuis que j'avais quitté le restaurant. J'ai fini par regarder les messages, les faisant défiler avec un étrange détachement. De Mélissa, c'était incroyable. Jessica s'est enfermée dans la salle de bain, pendant 30 minutes. Maman est en train de craquer. Papa a l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Je suis fier de toi. De tante Caroline, je te dois des excuses. Nous tous, en fait. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, quand j'ai vu comment il te traitait. J'ai été lâche. De oncle Tom, ta grand-mère n'a pas arrêté de sourire. Elle a dit à tout le monde, que tu étais sa petite fille préférée, après ton départ. C'est la première fois, que je l'entends faire du favoritisme. D'un numéro que je ne reconnaissais pas, c'est ton cousin Brandon. J'ai déménagé à Seattle il y a 2 ans, pour des raisons similaires. Des détails différents, mais la même dynamique familiale. On prend un café un de ces 4. Les messages continuaient d'affluer. Un flot de réactions, d'excuses, et de tentatives pour renouer le contact. Des gens qui m'avaient regardé galérer,
qui avait été témoin du favoritisme et de la cruauté ordinaire, et qui était resté silencieux, parce que c'était plus facile que de confronter le dysfonctionnement. Maintenant, il voulait l'absolution. Il voulait être du bon côté de l'histoire. Il voulait affirmer qu'ils avaient toujours cru en moi. J'ai complètement éteint mon téléphone, et je suis entré dans la station-service de l'aire de repos. J'ai acheté un café infect, et un sandwich rassis que je n'ai pas mangé. Je me suis assise à une table en plastique, vissée au sol. Un routier à la table voisine se disputait avec quelqu'un au téléphone, à propos d'horaires de livraison. Une famille avec 3 enfants essayait de rassembler tout le monde pour retourner dans leur monospace. Des gens normaux, vivant des vies normales, soulagés du poids de l'histoire familiale et des réconciliations compliquées. Ce que cette soirée avait accompli, ce n'était pas de me donner un sentiment d'achèvement. Cela n'avait pas tout réglé proprement, ni effacé le passé. Ce qu'elle avait fait, c'était de me prouver que je pouvais avoir confiance en moi, que lorsque tout le monde s'était trompé à mon sujet, j'avais eu raison. Que le choix de partir, de recommencer à zéro, pour construire quelque chose de nouveau, avait été le bon, même lorsque c'était terrifiant, solitaire, et incertain. J'ai repris la route vers minuit, l'autoroute étant presque déserte, à l'exception des poids lourds, de temps à autre, d'une berline en excès de vitesse. La radio diffusait doucement, un programme de jazz nocturne, qui ne nécessitait aucune attention. Mon esprit a vagabondé à travers la soirée, rejouant des moments, avec une étrange clarté. La façon dont les mains de mon père s'étaient crispées, lorsque j'avais mentionné leur pari, sur mon échec. Le son de la voix de Jessica, se brisant, alors qu'elle lisait les informations financières. Les larmes de ma mère, dont je n'arrivais toujours pas à déterminer si elles étaient sincères ou théâtrales. La fierté inattendue de grand-mère, qui avait touché une corde sensible, que je croyais trop cicatrisée, pour ressentir quoi que ce soit. Mais plus que tout cela, je revenais sans cesse à ce moment, où Jessica m'avait regardé, de l'autre côté de la table. J'avais vu de la peur, dans ses yeux. Pas de la colère, pas du mépris, de la peur. Parce que toute son identité avait été bâtie, sur le fait d'être meilleure que moi, plus intelligente que moi, de réussir mieux que moi. Et en une seule soirée, ses fondations s'étaient fissurées. Je n'avais pas de peine pour elle. Je n'étais pas encore prête, pour un tel niveau d'empathie. Mais j'ai compris quelque chose, que je n'avais pas compris auparavant. Son besoin de me rabaisser, n'avait jamais vraiment eu de rapport avec moi. C'était lié à sa propre insécurité, à sa propre peur de n'être rien de spécial du tout, si elle n'avait personne à qui être supérieure. Cette prise de conscience n'excusait pas son comportement, mais elle le contextualisait d'une manière, qui le rendait moins personnel. Elle n'avait pas essayé de me détruire, parce que je le méritais. Elle avait essayé de me détruire, parce qu'elle avait peur, de sa propre incompétence. Quand je me suis enfin garé dans ma rue à Brooklyn, vers 3 heures du matin, je me suis senti vidé, et en même temps, d'une certaine manière, plus légère. L'appartement était plongé dans l'obscurité. Je n'ai pas allumé les lumières, je me suis juste assise sur le canapé dans la pénombre, laissant mes yeux s'adapter, laissant les ombres familières de mon propre espace, s'installer autour de moi, comme une couverture. C'était réel. Cet appartement, cette vie, cette version de moi-même, que j'avais construite à partir de détermination, de rancune, et d'un espoir têtu. Ce n'était pas parfait. J'avais encore des moments de doute. J'entendais encore l'écho de leurs voix, me disant que je n'étais pas assez bonne. Mais ces voix devenaient de plus en plus faibles, couvertes par l'épreuve, par la réussite, et par le simple fait de mon existence continue, selon mes propres termes. Vers 4 heures du matin, je suis enfin allé me coucher, trop fatigué pour prendre une douche, ou me changer correctement. Je me suis endormi en quelques minutes, d'un sommeil profond et sans rêve, le genre de sommeil qui survient, une fois que quelque chose est finalement terminé. Le lendemain matin, dimanche, je me suis réveillé tard, avec la lumière du soleil filtrant à travers la fenêtre de ma chambre, et l'odeur du café venant de la cuisine. Tasha préparait le petit déjeuner, quand je suis sorti en traînant les pieds, portant toujours la robe de la veille. Mes cheveux étaient un désastre. « Comment ça s'est passé ?» a-t-elle demandé, en glissant une tasse vers moi. J'ai pris une longue gorgée, avant de répondre. Jessica a engagé des détectives, pour prouver que je mentais sur ma vie. Elle avait prévu de m'exposer devant tout le monde, au dîner. Le rapport,
pour lequel elle a payé des milliers d'euros, a confirmé que tout ce que je disais était vrai. Elle a dû le lire à voix haute, à toute la famille. Les yeux de Tasha se sont écarquillés. Tu plaisantes. J'en ai une copie dans mon sac, avec photo de surveillance et vérification financière à l'appui. Elle a commencé à rire et n'a pas pu s'arrêter. C'est le but contre son camp, le plus spectaculaire, dont j'ai jamais entendu parler. S'il te plaît, dis-moi que tu as une vidéo. Mieux. J'ai le souvenir de son visage, quand elle a réalisé ce qu'elle avait fait. Nous avons passé l'heure suivante, à la table de la cuisine, pendant que je racontais toute la soirée, Tasha intervenant, avec des commentaires de plus en plus ravis. Notre autre colocataire, Marcus, s'est réveillé à mi-chemin, et a préparé des pancakes, tout en écoutant l'histoire, secouant la tête avec incrédulité. Ta famille est folle alliée, a-t-il finalement dit. Genre, avec tout mon respect, complètement dérangé. Je sais, ai-je dit. C'est pour ça que je suis parti. Mais tu y es retourné, a fait remarquer Tasha. Tu aurais pu ignorer toute l'histoire, rester à la maison, et laisser Jessica présenter son rapport, à une chaise vide. Mais tu y es retourné, et tu leur as fait face. Je n'avais pas envisagé les choses, de cette façon. Je suppose que j'avais besoin de voir leur visage, ai-je dit. J'avais besoin, qu'ils voient le mien. J'avais besoin qu'ils sachent, que je savais ce qu'ils avaient essayé de faire, et que ça avait échoué. Boucler la boucle, a dit sagement Marcus, en faisant sauter un pancake. Tu avais besoin de clore ce chapitre. Peut-être. Ou peut-être, que j'avais besoin de me prouver quelque chose, à moi-même. Que je pouvais retourner dans cet endroit, sans disparaître, pour redevenir la personne qu'il s'attendait à ce que je sois. La conversation a dérivé vers d'autres sujets, mais j'ai continué à penser aux mots de Marcus. Clore ce chapitre. Était-ce vraiment ce qui s'était passé la nuit dernière? Ça n'avait pas exactement le goût de quelque chose de terminé. Les messages sur mon téléphone suggéraient que c'était davantage un commencement qu'une fin. Une porte s'ouvrant sur des réconciliations compliquées et des conversations difficiles. Mais quelque chose avait changé. Un poids que j'avais porté sans m'en rendre compte avait été déposé. J'avais arrêté d'attendre qu'ils croient en moi. J'avais arrêté d'avoir besoin de leur validation. Et en faisant cela, je leur avais enlevé le pouvoir de définir ma propre valeur. 3 mois après le dîner d'anniversaire, j'ai été promu ingénieur principal. Le jour où j'ai signé la paperasse, j'ai envoyé à grand-mère une photo de mon nouveau bureau, avec vue sur la ligne d'horizon de Manhattan. Elle m'a répondu par SMS, je savais que tu le ferais. Tellement fier. Viens me rendre visite bientôt. Et je lui ai rendu visite, retournant dans l'Ohio, un samedi matin, avec du café et des bagels de son endroit préféré, que j'avais passé 1 heure à dénicher, dans Brooklyn. Nous nous sommes assises dans son jardin, et avons parlé de tout, sauf de ma famille. Elle m'a parlé de sa propre mère, qui l'avait découragée d'aller à l'université. Elle m'a raconté qu'elle avait passé des années à se demander ce qu'elle aurait pu devenir si elle avait été plus courageuse. Tu as été courageuse, a-t-elle dit, en me serrant la main. Tu as fait ce que je n'ai pas fait. Et ça compte, bien plus que tu ne le crois. Le nom de Jessica a fini par être mentionné. Grand-mère a soupiré. Elle a beaucoup de mal. Toute cette situation l'a forcée à se regarder en face, et elle n'aime pas ce qu'elle voit. Ta mère dit qu'elle suit une thérapie. C'est bien, ai-je dit, et je le pensais vraiment. Pas avec de la satisfaction, mais avec l'espoir sincère qu'elle puisse trouver la paix dont elle avait besoin. Penses-tu que tu leur pardonneras un jour, a demandé grand-mère. Vraiment leur pardonner? J'ai considéré la question avec attention. Je pense que le pardon n'est pas un moment précis. C'est une multitude de petits choix. Je choisis de ne plus porter cette colère. Est-ce que c'est la même chose que le pardon? Ça, je ne le sais pas encore. Elle a hoché la tête, comme si elle comprenait. C'est juste. C'est plus que juste, en fait. Le trajet de retour vers Brooklyn semblait différent cette fois. C'était moins une fuite, et davantage un retour à la maison, par choix. Mon téléphone a vibré, au moment où je franchissais la frontière de l'État de New York. Un SMS de Melissa, le groupe de discussion de la famille dit,
que Jessica organise Thanksgiving. Viendrais-tu, si on te promettait qu'il n'y aura pas de drame? Je me suis arrêté sur une aire de repos, pour y réfléchir. Thanksgiving? La fête qui avait toujours mis en lumière le moindre dysfonctionnement familial, la moindre comparaison, et chaque navigation prudente, autour de l'ego de Jessica, et de l'aveuglement de mes parents. L'idée de retourner volontairement là-dedans, me nouait l'estomac. Mais il était peut-être temps d'arrêter, de leur donner le pouvoir de définir ces espaces. Peut-être que je pourrais m'y présenter, exactement tel que j'étais maintenant. Prendre de la place sans m'excuser, et partir quand je le voudrais, selon mes propres termes, et non les leurs. Peut-être, ai-je répondu par SMS. Repose-moi la question, en octobre. Ce n'était pas un oui, mais ce n'était pas un non, non plus. C'était le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose que je construisais, tout comme le reste de ma vie. Soigneusement, et délibérément, sur mes propres fondations. Le rapport d'enquête reposait toujours dans le tiroir de mon bureau. Ce document de justification accidentelle, que Jessica m'avait offert, par pure méchanceté. Parfois, je le sortais et le parcourais, me rappelant que chaque chose dans ces pages était réelle, était à moi, et avait été méritée. Mais la plupart du temps, je n'en avais plus besoin. La preuve ne résidait pas dans le salaire documenté ou dans les réalisations vérifiées. Elle résidait dans la confiance tranquille que je ressentais en me promenant dans mon quartier. Dans le travail que je faisais, qui me stimulait et m'épanouissait. Dans la vie que j'avais construite, et qui m'allait comme du sur-mesure. Jessica avait engagé des détectives, pour prouver que je mentais. Pour m'exposer comme une imposture, pour me rabaisser là où elle avait toujours cru, que j'avais ma place. Au lieu de cela, elle avait payé des milliers d'euros, pour documenter la vérité, que la petite souris avait trouvé son rugissement, qu'elle avait bâti son royaume, et qu'elle n'avait besoin de la permission de personne, pour prospérer. Et cela, bien plus que n'importe quelle révélation dramatique lors d'un dîner, ou qu'une quelconque excuse larmoyante, c'était la vraie victoire. Pas de leur prouver qu'ils avaient tort, mais de me prouver à moi-même, que j'avais raison. Pas leur validation, mais ma propre conviction inébranlable, que j'étais exactement celle, que j'avais décidé de devenir. La fille qui était partie, avec 2 valises et une bourse, était devenue une femme, avec des brevets, des prix, un compte d'épargne, et une vie qu'elle avait choisie. Certains contes de fées parlent de princes, et de châteaux. Le mien parlait de quitter la maison, de me trouver moi-même, et d'apprendre que la meilleure vengeance, est de construire quelque chose de si solide, de si réel, et d'indéniablement vôtre, que personne ne peut vous l'enlever. Pas même la sœur, qui avait essayé. La conversation a glissé dans mes souvenirs, au fil des semaines. Non pas comme une douleur vive, mais comme quelque chose de sourd, et de résolu. La vie a repris son rythme familier. Les délais au travail, les footings matinaux, le café avec des amis, le bourdonnement constant d'une vie, qui ne semblait plus avoir besoin d'être justifiée auprès de qui que ce soit. Le rapport d'enquête est resté dans le tiroir de mon bureau. Parfois, je le sortais et je le feuilletais, non pas parce que j'avais encore besoin de preuves, mais parce qu'il me rappelait le chemin parcouru. Des pages arides, remplies de faits et de chiffres, qui racontaient à leur manière l'histoire d'une fille qui avait refusé de disparaître. Lizzie Marie Morrison. Ingénieure logiciel senior, financièrement stable, bien équilibrée, et satisfaite. Je souriais, à chaque fois que je lisais cette ligne. Jessica ne m'a jamais contacté. Pas une seule fois. Par le biais de Mélissa, j'ai entendu des bribes. Elle racontait aux gens que l'enquêteur avait dû se tromper. Que j'avais tout mis en scène. Que les chiffres ne pouvaient pas être exacts. Ce déni la suivait partout. Une ombre, qu'elle traînait derrière elle. Mais ce n'était plus mon problème. Mon père et ma mère sont restés prudents. Des présences à la lisière de ma vie. Des messages occasionnels, des phrases soigneusement tournées, une reconnaissance sans aucune attente. C'était étrange de les voir incertains, autour de moi, pour la première fois. Étrange, mais pas désagréable. Le plus grand changement a été intérieur. Je ne ressentais plus ce resserrement instinctif dans ma poitrine, lorsque mon téléphone vibrait, en affichant un nom de la famille. Je ne répétais plus d'explications pour mes choix. Je ne mesurais plus ma valeur à l'aune de l'étalon qu'ils avaient utilisé tout au long de mon enfance.
J'avais cessé d'attendre la permission. 3 mois après le dîner, ma promotion est devenue officielle. Ingénieur principal, de nouvelles responsabilités, de nouveaux défis. Le travail était exigeant et exaltant, et pour la première fois, le succès ne ressemblait plus à de la défiance. Il ressemblait à un accomplissement. J'ai envoyé à grand-mère une photo de la vue depuis mon bureau. Manhattan s'étendant, sous un ciel d'hiver pâle. Je savais que tu le ferais, m'a-t-elle répondu par SMS. Tellement fier. Viens vite me voir. Quand je lui ai rendu visite, ce n'était ni pour une fête, ni pour une obligation familiale. C'était juste nous. Un café le matin, son jardin l'après-midi, et des histoires qui ne tournaient pas, autour de conflits ou de comparaisons. Elle m'a parlé des rêves qu'elle avait mis de côté, des regrets qu'elle portait en silence. Je l'ai écoutée, d'une manière que je n'avais jamais eue auparavant. Non pas comme une enfant cherchant l'approbation, mais comme une adulte, partageant son espace. Tu as été courageuse, a-t-elle répété, en me serrant la main. Tu as fait ce que je n'ai pas fait. Cela comptait bien plus, qu'elle ne le savait. Sur le chemin du retour vers Brooklyn, j'ai pensé au pardon. J'ai pensé au fait, que ce n'était pas un geste grandiose, ou une déclaration solennelle, mais un lent relâchement de son emprise. Je ne portais plus la colère. Je ne la nourrissais plus, je ne la revisitais plus. Je choisissais, jour après jour, d'avancer sans elle. Lorsque Melissa m'a envoyé un SMS à propos de Thanksgiving, je n'ai pas ressenti d'effroi. J'ai ressenti de la curiosité. Repose-moi la question en octobre, ai-je répondu. Ce n'était pas une promesse, c'était une possibilité. De retour dans mon appartement, la vie a continué de remplir l'espace, où le ressentiment avait l'habitude de résider. Un travail qui me stimulait. Des amis qui me connaissaient. Des soirées tranquilles, qui semblaient méritées. Une confiance, qui n'avait pas besoin d'être clamée haut et fort. Jessica avait engagé des détectives, pour prouver que je mentais. Pour m'exposer, et me réduire à nouveau, au rôle qu'elle avait besoin que je joue. Au lieu de cela, elle avait payé pour documenter la vérité, que j'étais réel, que ma vie était réelle, que mon succès n'était pas une simple performance, ou une rébellion, mais le résultat naturel de ma persévérance, et de la confiance en moi. La petite souris n'avait pas disparu. Il lui avait poussé des dents, une voix, et un avenir qui n'appartenaient qu'à elle. Non pas, parce qu'elle avait prouvé aux autres qu'ils avaient tort, mais parce qu'elle s'était enfin, prouvé à elle-même, qui elle était vraiment.